La lutte contre le décrochage s'affiche comme une politique publique réussie. C'est d'ailleurs un exemple que je mobilise souvent quand je veux évoquer l'intérêt de la continuité des politiques éducatives pour qu'elles fonctionnent. Je pense au groupe de prévention du décrochage scolaire qui regroupe différents professionnels ou aux structures de remédiation comme les micro-lycées ou micro-collèges. Et de fait, le décrochage a reculé en France. Selon le ministère de l'Éducation nationale, le taux d'abandon scolaire est passé de 11,3% en 2010 à 7,9% en 2024. On compterait 75 000 décrocheurs par an contre 150 000 à l'époque. Les chiffres variaient. Je dis à l'époque, c'est un peu l'époque où j'ai commencé à animer une émission sur l'éducation. Mais la diminution du nombre de décrocheurs s'accompagne d'effets paradoxaux. Les élèves en abandon scolaire se trouvent davantage marginalisés. De plus, ce succès masque le nombre inquantifiable d'enfants ou d'ados peu motivés ou désorientés dans leur scolarité. Alors, un autre terme émerge, c'est celui de persévérance scolaire. Il nous vient du Québec et concerne tous les élèves. Il induit aussi une autre vision de la lutte contre le décrochage et de sa prévention qui passe davantage par la pédagogie. Et elle m'intéresse, cette idée de persévérance. Nous allons y réfléchir avec nos invités. Je crois qu'au cœur de cette histoire d'échec, il y a la peur. C'est vraiment, l'élément fondamental, c'est la peur. Et que dans l'enseignement, au cœur de l'enseignement, devrait y avoir cette nécessité, cette simple prise de conscience qu'aucun savoir ne peut passer sans que soit préalablement détruit le mur de la peur. Un mur qui enferme les gosses dans le sentiment d'un échec, d'une idiotie rédhibitoire, etc. Je ne sais pas si vous avez reconnu la voix si caractéristique de Daniel Pénac, l'auteur de Chagrin d'école qui avait obtenu le prix Renaudot en 2007, un livre qui a beaucoup marqué les esprits parce qu'il parlait du décrochage et au-delà du décrochage, du fait d'être assez fâché avec l'école pour un écrivain qui a aussi longtemps été enseignant, donc qui s'est quand même largement réconcilié, mais d'une manière tout à fait réflexive. J'accueille trois invités en studio. Bonjour, Ariane Richard-Bosset. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie, chercheuse au sein du Mésopolis. Bravo pour cet acronyme, Centre méditerranéen de sociologie, sciences politiques et histoire, enseignante à l'INSPE d'Aix-Marseille. Donc, vous formez des enseignants, des futurs enseignants dans cette université. Vous avez récemment publié L'entrée dans les apprentissages scolaires et ses inégalités, lecture sociologique de la construction des savoirs à l'école maternelle. Ça va nous intéresser, la maternelle, aujourd'hui, aux presses universitaires de Rennes. Et c'était donc en 2023, pour être tout à fait exact. Bonjour, Emeline Porté. Bonjour. Votre livre est un petit peu plus récent. Il vient de paraître, en fait, Prévenir le décrochage scolaire, agir pour la persévérance de tous les élèves, avec une préface d'Yves Reuter, qui est un grand spécialiste de l'éducation. C'est publié chez ESF Sciences Humaines. On s'est rencontrés lors d'un événement organisé en décembre par l'Institut Bertrand Schwartz, Union nationale des missions locales, un événement sur le décrochage. Et il s'intéressait donc cet événement aux ruptures de scolarité. Il y a d'ailleurs une très très bonne revue qui est publiée par l'Institut. Elle est disponible en ligne. On va mettre le lien. Là aussi, on parle de prévention contre le décrochage, pas seulement. Je pense à un article d'Agnès Florin sur la maternelle, justement. Donc, ça va nous intéresser. Et avec nous, Maxime Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école Frassati des apprentis d'Auteuil, une école donc pour les décrocheurs à partir de la maternelle. Et nous, on s'est rencontrés dans un autre événement sur le décrochage. Donc, on en a parlé un peu en 2025. Mais c'est vrai que c'était un peu moins médiatisé ces dernières années, la question du décrochage. Commençons par un exercice de définition. Je crois que c'est très important de dire de quoi on parle. Alors, sans parler de prévention, déjà, le décrochage, qu'est-ce que c'est, Emeline Porté ? C'est un processus et c'est en ça qu'on a beaucoup avancé en France, c'est que pendant longtemps ça a été une situation et d'ailleurs on ne compte les décrocheurs que à partir du moment où ils sortent du parcours scolaire Donc, sans diplôme. La situation, c'est ça, c'est Voilà. sortir du parcours scolaire sans diplôme. Voilà. Et Donc, pendant longtemps on s'est dit que c'était ça. Pouf, voilà. Et on s'est rendu compte heureusement depuis plusieurs années que c'est un processus et que ce processus du coup contient plusieurs temps et qu'il commence vraiment très tôt avant même qu'on voit quelques manifestations que ce soit. Mais aux yeux de l'éducation nationale, mais 75 000 ou 76 000, parce que là aussi ça varie un tout petit peu en fait, ce sont ceux qui sont sortis. Oui.
Donc c'est puisqu'on ça qu'on compte. on ne peut comptabiliser que cela, sinon c'est complexe. Moi, je trouverais ça très intéressant si un chercheur, je me tourne vers Ariane, vous voulez le faire, mais ça prend des critères très complexes. Ariane, Richard Bosset, c'est la même définition, je suppose, pour vous. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des éléments? Oui, disons que ce qu'on voit, c'est que cette notion de décrochage scolaire, elle est arrivée à un moment où, les politiques publiques ont commencé à s'y intéresser. Mais, quelque part, c'est, ce qu'on appelait avant l'échec scolaire et même s'il y a évidemment des profils de décrocheurs très variés, mais les racines du processus, elles commencent, très tôt dans la scolarité quand, un certain nombre de difficultés se mettent en place. Difficultés qui ne sont pas toujours bien repérées, parce qu'entre un élève qui a des difficultés, mais qui va continuer sa scolarité, j'allais dire bon an, mal an, mais on ne sait pas en fait, parce que les choses peuvent aussi changer, se transformer, on grandit, et tout n'est pas écrit à l'avance, même si statistiquement ça peut donner l'impression que, et on va prolonger sur cet aspect des choses. Ariane Richard Bosset, est-ce que on voit un peu, on voit arriver le décrochage, et est-ce qu'on arrive à quantifier les élèves qui glissent? Alors, c'est très compliqué parce que les études montrent souvent des photographies à un moment donné et on n'a pas forcément de suivi des mêmes élèves pour savoir si celui qui était en grande difficulté, en grande section de maternelle, par exemple, a continué à l'être tout au long de sa scolarité et a fini par décrocher. Donc ça demanderait des travaux vraiment avec un suivi de cohorte assez long. Par contre, des travaux qui se sont intéressés, par exemple, au dossier scolaire d'élèves décrocheurs dont on sait qu'ils ont décroché et dont on regarde un petit peu le parcours qu'ils ont eu auparavant, montrent que voilà, ça s'ancre très généralement dans des difficultés scolaires très tôt dans la scolarité primaire. Alors la primaire, c'est la maternelle et l'élémentaire. Personne ne le dit comme ça, mais en fait, c'est bien ça selon les termes officiels. Maxime Michel, décrocheur dès la maternelle ou dès l'élémentaire, ça paraît extrêmement tôt pour décrocher. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Non accrochage plutôt peut-être, ou sans parler de rupture, une rencontre peut-être ratée. D'ailleurs, quel mot vous utilisez pour qualifier ces situations de difficultés scolaires? Elles sont plurielles, elles sont vraiment, c'est multifactoriel, mais effectivement, on constate, nous, à Apprentis d'Auteuil, depuis maintenant une quinzaine d'années qu'on a mis en place ce dispositif, que les enfants nous arrivent de plus en plus tôt. Et on a eu l'opportunité justement d'accueillir dès la grande section, puisque les admissions maintenant nous arrivent sur des parcours d'enfants de plus en plus jeunes qui manifestent. Alors effectivement, un mal-être ou des grandes difficultés d'apprentissage, des parcours de vie complexes où ils sont empêchés d'apprendre. C'est vraiment très diversifié. Je me retourne vers la sociologue. Est-ce que ça recoupe des situations qu'on peut toujours lire sociologiquement, des personnes en rupture, en difficulté économique et sociale, dont les enfants subissent la situation, et pour qui ça interfère dans le parcours scolaire, ou c'est plus large? C'est ce que je pressens, sans arriver à pouvoir... on n'a pas toujours les statistiques pour s'informer. Alors, les travaux qui portent sur des typologies de décrocheurs une fois qu'ils ont décroché montrent qu'il y a effectivement des situations très, très variables. Par contre, quand on regarde l'historique et voilà, les racines que ça prend très tôt, on est quand même sur des situations où il y a un détachement qui se joue progressivement entre l'école et l'élève pour des raisons, comme vous disiez, à la fois qui peuvent être liées à une histoire personnelle et à des situations sociales, familiales complexes, mais aussi à des choses qui se réalisent dans l'école ou avec les pairs. Et en fait, c'est des situations où une difficulté scolaire ne trouve pas de solution, ni à l'école, ni dans la famille, ni dans un environnement, parce qu'il peut y avoir des acteurs, je ne sais pas, dans le quartier, des associations d'accompagnement à la scolarité, mais en tout cas, des situations où la solution ne se trouve pas. Et pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, ce qu'on sait quand même, c'est que majoritairement et statistiquement, le décrochage va davantage toucher des élèves de milieux populaires. Parce que aussi, dans les milieux plus privilégiés où déjà on décroche moins, on a plus de solutions de remédiation. On va plus se tourner vers des professionnels type
orthophonistes, et il y a plein de 10, on le sait aujourd'hui, qui sont davantage diagnostiqués, mais de là à pouvoir avoir un suivi, c'est plus compliqué. En tout cas, les ressources dans certaines familles pour accompagner l'enfant, que ce soit directement par les parents, que ce soit en faisant appel à des professionnels, en ayant des moyens financiers qui le permettent, des capacités à prendre rendez-vous, à trouver un rendez-vous, même si il n'y en a pas, mais en tapant à droite, à gauche, finalement trouver une place. Tout ça, c'est effectivement beaucoup plus facile pour les familles de classe moyenne ou supérieure. Et c'est beaucoup moins le cas dans les familles de milieux populaires et dans les quartiers populaires où les déserts médicaux sont aussi beaucoup plus présents. Donc il y a à chaque fois une conjonction de facteurs, effectivement. On parle souvent de capital ou de ressources. En sociologie, ça fait partie des ressources scolaires. Je ne veux pas oublier de parler, et on y reviendra peut-être d'ailleurs dans le fil de l'émission, d'un élément évoqué par Ariane Richard-Bosset, Emeline Porté, c'est celui du relationnel. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Le climat scolaire, c'est un terme pour désigner... je crois que c'est assez clair, l'ambiance dans la classe, les relations, les émotions aussi des élèves. Ça compte, c'est assez inquantifiable, mais ça compte comme facteur de mal-être à l'école. Oui, et de décrochage éventuel. Et du coup, ça permet de rebondir sur ce que disait Ariane, c'est-à-dire qu'effectivement, les facteurs économiques et sociaux sont importants, mais ça n'empêche pas qu'on peut agir à l'école. Et dans les facteurs du décrochage scolaire qui ont été conçus en 2014 dans le grand plan Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire, on a 16 facteurs, 11 sont dans l'école et particulièrement dans la classe. Et ce qui ressort, c'est que le climat scolaire est le plus prégnant dans les études qu'on consulte. Catherine Blaya, Paredes en 93, c'est vraiment un facteur qui est un énorme levier de persévérance scolaire. Et en France, on a Benjamin Moignard, Éric de Barbieux, Philippe Gohémé qui travaillent dessus. Et dès qu'on agit sur ça, donc c'est toutes les relations de la communauté éducative, donc parents compris, administratifs compris, tout le monde, ça fait bouger les choses. Et ce que je voulais ajouter, c'est que même si on n'a pas de poids dans l'établissement, parce qu'on est enseignant, si on travaille dans la classe, ça a déjà un effet énorme en fait, sur la persévérance scolaire. Sur le climat scolaire dans sa classe. Voilà. Et c'est vrai que le livre, Prévenir le décrochage scolaire, agir pour la persévérance de tous les élèves, je lis le titre et les sous-titres, donne des pistes de travail pour les enseignants dans la classe. Bon, on ne va pas rentrer dans tout le détail de ce qu'on peut faire, mais c'est assez intéressant en fait de regarder comment un enseignant peut, ne serait-ce que par le dialogue en fait, parce que ça passe beaucoup par la parole, et ça, on peut en parler avec vous, Maxime Michel, parce que s'adresser peut-être d'une manière différente aux parents et aux enfants, ça compte. Ça compte, ouais. Même dès la première minute, quand on toque à notre porte, c'est souvent des parcours un peu heurtés de familles, de par leur propre parcours d'enfants, et puis au travers de ceux qu'ils ont eus, des gens qui sont en difficulté dans leur relationnel avec l'école et qui arrivent chez nous voilà, avec un vrai passif quelque part. Et c'est vrai que l'accueil, les premières minutes sont très importantes, le regard, le sourire, et ils s'en souviennent très souvent. Et c'est la première étape vraiment pour leur redonner confiance, et aussi pour que leur enfant s'épanouisse au sein de notre établissement, pour encore une fois leur redonner confiance, parce que c'est vraiment la première pierre à poser. Et l'objectif final, c'est de revenir toujours à l'école ouais, c'est un dispositif classique. de raccrochage, mais l'accueil doit être temporaire. C'est très important. Chez nous, c'est à peu près un temps d'accueil de 2 ans, où on espère à tout moment pouvoir trouver une porte de sortie pour l'élève, le réacclimater, et qu'il puisse ressortir dans le système ordinaire, ou travailler une orientation dans le soin, ou parfois dans le handicap. Oui, dans le soin et dans le handicap, pourvu qu'il y ait des professionnels et des structures pour prendre en charge les enfants. Ouais, ça c'est une des difficultés qu'on constate. On a des enfants qui ont eu des notifications, des accords pour des orientations, et finalement les portes mettent beaucoup de temps à s'ouvrir. Ça peut se compter en années. Donc on les conserve chez nous en leur donnant un parcours individualisé, on va les stimuler. Mais effectivement, dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'ils puissent intégrer des IME, des ITEP, et ça c'est assez long. Des structures spécialisées dont Ouais. on sait qu'elles ont peine aujourd'hui à survivre, en fait, faute parfois de financement. Je poursuis la question que je n'ai pas tout à fait terminée tout à l'heure, c'est pour les renvoyer dans l'école
public. Public, privé, peu importe. Le système, Ordinaire. voilà. Voilà. On a beaucoup d'enfants qui sont en parcours croisé justement pour pas les décrocher totalement dès le départ, où ils ont un pied dans leur école de secteur et un pied chez nous. Et puis on va petit à petit, encore une fois, les refaire glisser vers le schéma classique au bout de 2, 3 ans pour qu'ils puissent voilà, reprendre le fil de leur scolarité tout à fait normalement. Et combien d'élèves y a-t-il par classe dans votre établissement? Comment c'est structuré, la scolarité chez vous? Alors on est entre 10 à 15 élèves par classe. Effectivement, on a des classes de CP, C1, etc., mais elles ne sont pas construites comme ça, c'est des classes transversales. On a des classes à thème, c'est les enfants qui choisissent leur classe. Ça peut être le foot, le théâtre, la musique. L'idée, c'est qu'ils s'inscrivent dans un projet d'année et développer la motivation. Et l'enseignant a à cœur d'aller chercher les apprentissages fondamentaux et qui est une vraie émulation. Le matin, par contre, on est en groupe de besoins. On va chercher l'enfant là où il en est. On a parfois des CM2 qui apprennent à lire et parfois on a des CP qui sont à haut potentiel et pour qui on va devoir faire du collège. Voilà, l'idée c'est d'être dans de l'individualisation plus, mais toujours en conservant une vie collective puisque l'école est un lieu de socialisation et on a quand même beaucoup d'enfants qui sont en difficulté dans ce sujet-là. Donc on essaye petit à petit de les faire avancer de là où ils en sont pour, encore une fois, nous quitter le plus rapidement possible. Donc on marche sur deux jambes, la clé relationnelle et la clé, enfin, je ne sais pas si le mot clé vous convient, mais pédagogique. Ça vous intéresse beaucoup, Ariane Richard-Bossé, cette clé pédagogique. C'est bizarre, quand on parle d'école, de dire que la pédagogie n'est pas suffisamment exploitée pour faire accrocher les élèves. Mais c'est un peu ce que vous écrivez. Oui, en tout cas, les modalités pédagogiques peuvent, soit pour reprendre votre terme, accrocher ou au contraire amener à des formes de distanciation par rapport aux apprentissages. Il y a beaucoup de travaux, un certain nombre de collègues et moi-même travaillons sur ces questions. Il y a des... Peut-être pour faire le lien avec ce que disait Emeline tout à l'heure, c'est vrai que dans les apprentissages, on pense souvent à la dimension cognitive, la dimension intellectuelle, autour des savoirs, etc. Savoir, pas savoir. Enfin, voilà. C'est de pas savoir à savoir. Voilà, exactement. Mais c'est ce que j'ai observé, notamment en maternelle, c'est comment c'est fortement intriqué dans une dimension émotionnelle, affective, et comment dès l'école maternelle, en fait, le rapport au savoir se construit à la fois de manière cognitive, c'est-à-dire arriver à se saisir des savoirs qui sont proposés dans les activités scolaires sur le mode qui est attendu par l'école, qui est plutôt un mode abstrait, intellectuel, et en même temps construire un rapport agréable à ce savoir-là, y trouver plaisir, avoir confiance dans ses capacités de réussite, etc. Et voilà. Et on voit que du coup, pour revenir sur la question de qu'est-ce qui accroche ou qui n'accroche pas, la question c'est justement que l'élève puisse à la fois se sentir dans une situation où dans la dimension pédagogique qui lui est proposée, il va trouver des ressources pour s'approprier les savoirs sur le mode qui est celui qu'attend l'école, et donc que l'école trouve des moyens de faire le pont entre là où en est l'élève et là où il est censé arriver dans le cadre des programmes scolaires, et que tout ça, ça se passe de manière positive. Alors, on parlait du climat scolaire global de la classe, mais aussi dans une relation personnelle au savoir et aux apprentissages qui soit la plus positive possible. Alors, je vous ai lu de près. Les encouragements, ça marche. Alors, ça marche, mais pas tout seul. Il ne suffit pas d'encourager pour que, par miracle, on apprenne. Il faut à la fois encourager et être au plus près des savoirs en jeu, essayer de comprendre, par exemple, quand un enfant n'attrape pas les savoirs de la manière qui est celle qu'on attend dans l'exercice proposé, essayer de comprendre quelle est la logique qu'il a mis en œuvre, pourquoi il propose ce type de réponse-là, et essayer de partir de là pour l'accompagner vers ce qui est attendu. Et ça se passe avec des encouragements, mais ce n'est pas les encouragements qui, en soi, vont débloquer. Non, on n'encourage pas gratuitement. Voilà, on encourage et on accompagne cognitivement. C'est important pour trouver sa place d'élève. En fait, j'aime pas ce mot apprenant, mais c'est bien ça qu'il faut valoriser chez l'enfant. C'est la posture d'apprentissage.
Oui, c'est ça, c'est que la relation pédagogique est importante, mais c'est pas de l'affectif qui peut même venir parasiter. On est vraiment dans les apprentissages et ce que je propose dans le livre, c'est tout un maillage, enfin une approche systémique de modifions nos pratiques, modifions les conseils de classe, modifions la manière d'enseigner pour que justement l'élève puisse entrer dans les apprentissages, que c'est l'objectif. Donc, transformer un enfant en un élève, ce qui veut dire quelqu'un qui est en position d'apprendre. Oui. Et qui est aussi la transition délicate de souvent j'apprends de manière subjective pour faire plaisir à Mm. maman, papa, au prof, à j'apprends parce que j'ai, comme disait Ariane, j'ai plaisir à découvrir ce savoir. Et c'est bien tout ça qui est compliqué parce que, en fait, cette posture, elle est hyper travaillée dans les familles plus favorisées ou qui ont du capital scolaire et qui vont amener à l'école des enfants déjà vraiment tout prêts à ça. Et puis pour d'autres, c'est plus compliqué. Je vous propose d'écouter, ben, vous allez voir, un extrait de film. Il y a 20 ans, j'avais 45 élèves. La discipline, ça marchait. Les gamins, ils venaient à l'école toujours à l'heure. Et ils étaient propres sur eux. Et pourtant, c'est pas qu'il n'y avait pas de pauvreté. Ah, maintenant, c'est plus pareil. J'en ai 30. Je m'en sors pas. Non seulement ils arrivent en retard, mais ils viennent sales. Les parents, vous savez, sont souvent dans des situations désespérées. Il y en a tellement peu qui ont du travail. Les petits ne savent même plus ce que c'est, un métier. Et puis, surtout, on dirait qu'ils n'ont que moi à qui parler. Les mères ne s'occupent plus de leurs gosses comme avant. Elles n'en peuvent plus. C'est comme si elles voulaient s'en débarrasser. Ils ont 40 de fièvre et les mettent quand même à l'école. Elles passent leur journée devant la télé. Et le soir, elles collent leurs gamins devant pour être tranquilles. Même pendant le dîner. Résultat, mais il faut tout leur apprendre. Même à dire bonjour. Et pas seulement ça. Il y en a certains qui savent même pas qu'on peut parler à quelqu'un. Pour eux, les mots, ça sert à dire j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif. C'est de la survie. Ça commence aujourd'hui, c'est un film de 1999 de Bertrand Tavernier et c'est Françoise Bette qui joue Madame Delacour, une professeure des écoles, une instite qui témoigne. Et c'est un film assez documentaire hein, qui se passe dans le Nord, qui est basé sur une réalité avec beaucoup de vrais élèves et de vrais parents qui sont figurants dans ce film où Philippe Torreton joue le directeur de l'école, qui est très frappant. Et c'est très frappant d'entendre ce qui est dit là, parce que ça résonne avec tout ce qu'on évoque sur les écrans aujourd'hui, évidemment. Et sur ces familles qui... C'est pas seulement qu'elles sont en difficulté avec l'école, c'est qu'elles se débattent avec tant de difficultés et que il y a aussi le sous-texte qu'on s'occupe pas très bien des enfants, qui est un peu dur. Alors je voulais avoir votre point de vue, Maxime Michel, sur à la fois ce qu'on vient d'entendre et puis la réalité que vous rencontrez. Alors, c'est vrai que cet extrait il est assez frappant pour moi. Je ne connaissais pas Le film est génial, ce franchement, film. il faut que vous le voyez. Et ça pourrait être les mots des enseignantes qui sont dans les deux dispositifs que je dirige. Alors, pas pour toutes, il ne faut pas généraliser, mais c'est vrai qu'on a des familles qui sont très en difficulté et des enfants qui n'ont plus le sens des choses, voilà, qui sont, voilà, on parlait d'hygiène, on parlait de vocabulaire, on parlait de dépendance à l'écran. On a des enfants qui peuvent montrer déjà des signes dépressifs, des enfants qui sont très en difficulté dans le collectif pour gérer leurs émotions, la frustration, capter le monde qui les entoure. On est parfois dans des situations qui sont très très dégradées. Voilà, il faut aller encore une fois aller les chercher là où ils en sont, tenir ce petit fil là pour petit à petit les ramener dans une réalité plus joyeuse. On parlait du lien avec l'enseignant, c'est aussi les accueillir dans un groupe qui est très diversifié et puis s'adapter et faire un mélange. Mais c'est malheureux à dire, mais des enfants de grande section CP, CE1 dans ces conditions-là, ça existe aujourd'hui et plus qu'on ne le croit. Allez les chercher, mais si ça paraît trop loin, Emeline Porté, le travail est immense pour des professeurs des écoles qui ont, alors certes, peut-être un peu moins d'élèves hein, aujourd'hui en zone d'éducation prioritaire, réseau d'éducation prioritaire, puisqu'on dit REP et non plus ZEP. Il y a moins d'élèves dans les CP, CE1, grande section, mais cette distance, elle peut paraître trop loin pour des professeurs qui n'ont pas été formés à ça.
Alors, je n'ai pas été formée à ça et c'est important, merci pour la question. J'ai fait des erreurs comme tout le monde et je pensais, comme beaucoup de gens, beaucoup d'enseignants au début, que chacun son métier. Et en fait, c'est grâce à l'éducation prioritaire où j'ai commencé que j'ai découvert la coéducation, parce qu'il y avait déjà par l'établissement des temps institués justement d'échanges sans aucun enjeu. On avait chaque année un repas parents-professeurs absolument libre, sans enfant. Et du coup, ça a fait son chemin et c'est comme ça qu'après j'ai travaillé sur la coéducation, puisque c'est pas uniquement remettre des bulletins ou envoyer des SMS descendants où on reste encore dans une asymétrie très forte. C'est essayer vraiment, enfin ce que j'essaie de faire, c'est de leur donner une place physique ou symbolique dans la classe et être dans ce mot que j'aime beaucoup de Catherine Hurtig-Delatte, qui est dans le moins d'asymétrie possible et avec parité d'estime. Donc c'est créer justement ces temps informels. Parité d'estime. Oui, pardon, c'est estimer des deux côtés qu'on a des choses à s'apporter, lever des deux côtés l'opacité. Alors on pense toujours à lever l'opacité de l'institution, mais nous, est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait de leur réalité, des compétences développées par les enfants chez eux? Le confinement, pour ça nous a fait beaucoup évoluer avec mes collègues parce qu'on a fait un bilan de ce qu'ils ont appris en confinement. Et on s'est dit, mais oui, pourquoi on n'a pas pensé avant à intégrer les compétences extrascolaires? Et il y a beaucoup, beaucoup à apprendre des familles. Voilà, et puis du coup, travailler avec eux sur l'organisation de la classe, les échanger, c'est pas juste les tenir au courant, mais échanger sur le travail du collectif classe sur lui-même, sur les apprentissages, sur ce qu'on met en place, leur proposer d'y participer. Enfin, je suis un peu rapide, mais voilà. Non, mais ça donne Oui. pas mal de pistes à explorer. Et en vous écoutant, peut-être attentivement d'une manière bizarre, ça me projetait assez loin sur voilà comment on se parle entre les parents, comment on est accueilli à l'école. Ça pourrait être quoi de faire des rencontres sans les enfants, avec plein d'autres parents et d'autres et des professeurs des écoles ou des profs, collège, lycée, ça pourrait continuer. Et ce serait vraiment vivre aussi cette expérience de parents d'élèves différemment. Mais puisqu'on a parlé de l'éducation prioritaire, Ariane Richard-Bossé, c'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, propose de revoir un petit peu la carte, d'enlever en fait les effets de seuil, puisqu'il y a beaucoup d'élèves qui pourraient dépendre de l'éducation prioritaire ou d'ailleurs d'établissements qui n'y sont pas parce que seuil, parce que vieille carte et d'autres qui devraient peut-être plus y être. Est-ce que c'est là aussi qu'on pourrait jouer une forme de prévention du décrochage en prenant mieux en compte des besoins peut-être plus globaux, pas élève par élève, mais plutôt au sein des établissements? En tout cas, dans les dernières annonces qui ont été faites sur l'éducation prioritaire, c'était, voilà, en tout cas, le rappel, évidemment, qu'il y a certains établissements qui sont dans les mêmes conditions que des établissements de l'éducation prioritaire, mais qui n'ont pas le label et donc pas les moyens qui sont associés, avec, du coup, un certain nombre d'établissements. Je crois qu'il y a une vingtaine de collèges, une soixantaine d'écoles qui vont avoir des moyens supplémentaires. Mais par contre, ce qui a été annoncé, il me semble, c'est un gel jusqu'en 2027 de la refonte de la carte de l'éducation prioritaire. Cette carte, elle a été revue la dernière fois en 2014, au moment de la refondation de l'éducation prioritaire sous le ministère de Najat Vallaud-Belkacem. Elle devait être revue en 2019 sous le ministère de Jean-Michel Blanquer, ça n'a pas été fait. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui est souvent impopulaire, cette refonte de la carte de l'éducation prioritaire, parce que ça veut dire qu'il y a des établissements qui vont sortir, qui vont perdre des moyens. Bon, il y en a d'autres qui seront très contents parce qu'ils vont y entrer. Et donc, j'imagine que les enjeux électoraux, qu'ils soient municipaux ou présidentiels à venir avant 2027, ne sont pas très favorables à ce que on rediscute de ces choses-là. Ce que disent par exemple les professeurs de l'Académie de Créteil, c'est que dans le département de Seine-Saint-Denis, on ne devrait jamais sortir de l'éducation prioritaire parce que vous acquiescez, Maxime Michel, mais parce qu'il y a des zones où il y a trop de difficultés. Mais est-ce que c'est une question de moyens, la lutte contre le décrochage scolaire? Est-ce que c'est une question de moyens accordés à l'école? Parce que si pédagogie, moyens, ça ne fonctionne pas toujours ensemble. On dit changer les pédagogies, parfois, ce n'est pas une question de moyens. Alors, qui veut répondre? En tout cas, ce n'est pas qu'une question de moyens. Il ne suffit pas de mettre plus de moyens pour que, par miracle, ça fonctionne. Mais par contre, c'est sûr que sans moyens, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, c'est un juste équilibre à trouver entre les deux. Et je pense que on a abordé un peu la question de la formation tout à l'heure. Elle est essentielle parce que mettre des moyens sans formation... on sait que ça marche pas très bien. Par contre, des moyens accompagnés d'une formation, c'est souvent beaucoup plus productif. Formation continue, par exemple.
Formation Là aussi, c'est un initiale gros dossier et au continue. niveau du ministère, puisqu'on sait que cette formation, elle a été réformée dans un sens dont se plaignent beaucoup de professeurs, ne serait-ce que parce qu'il y a plus de temps, beaucoup moins de temps dédié à cette formation, et que le distanciel, ça paraît pas toujours adéquate, mais on a fait des émissions sur la question, donc on peut les écouter. Maxime, Michel, est-ce que c'est une question de moyens? Parce que vous avez des moyens spécifiques. Du fait de dépendre des apprentis Auteuil, vous avez plus de moyens, ce que n'a pas toujours d'ailleurs l'éducation nationale pour des structures pour les si petits. Effectivement, c'est pas qu'une question de moyens, mais nous, on a la chance d'avoir, par exemple, des éducateurs, donc payés par Apprentis d'Auteuil, qui viennent amplifier le travail avec les familles et les plus jeunes. Je dirais qu'il y a aussi une capacité d'innovation. Laisser aussi la place aux équipes de tester des choses en fonction de leur réalité et de ne pas uniformiser les demandes. Mon établissement ne ressemble pas à celui de ma collègue qui est à Bagneux, etc. Il faut laisser, je pense, une certaine autonomie aux directeurs, aux directrices, avec leurs équipes, pour tenter des choses, se tromper, recommencer, parce que je pense que ça passe par là, pour faire bouger les choses et faire bouger l'école. L'autonomie, en fait, l'autonomie pédagogique, elle existe plus ou moins déjà, mais vous avez l'impression que les écoles autour de vous, les écoles classiques, c'est le seul mot qu'on a sous la main, elles sont contraintes par une forme scolaire qui les empêche de mieux prendre en charge les élèves qui auraient des besoins plus particuliers? Elles ont plus de contraintes que moi, en tout cas. Voilà, ne serait-ce que par le nombre, hein, quand on a 30-35 enfants devant soi, ça reste compliqué. Mais effectivement, nous, de notre place avec ce dispositif-là, l'inspecteur a plus de facilité à nous permettre d'avoir un peu plus de souplesse. Vous êtes encouragé à le faire. Ouais, on est encouragé à le faire. On est un vrai comment dire, support pour tout un maillage, tout un territoire. Lorsqu'il y a une situation qui ne fonctionne pas pour un élève, on nous appelle, et donc ils sont contents, voilà, qu'on puisse travailler de concert avec eux et puis de remettre l'enfant 2-3 ans plus tard plus construit dans leur établissement. Mais effectivement, on a plus de souplesse pour faire bouger les choses, pour que le système s'adapte au profil des enfants qu'on accueille et qui sont de plus en plus complexes à accompagner avec les familles, bien sûr. Mais qui fait peser la contrainte? Parce que j'ai parlé de liberté pédagogique. C'est compliqué, hein, la liberté pédagogique, parce que les enseignants sont libres, mais en même temps, il y a quand même pas mal de contraintes, ne serait-ce que le programme. Mais je pense aussi que les parents, dans leur majorité, sont plutôt pour qu'il y ait un programme. Alors, qui fait peser la contrainte? Est-ce que c'est seulement le ministère, ou est-ce que la forme scolaire, elle est aussi portée par la société, une forme de conservatisme scolaire qui circule largement? Qui veut répondre? Emeline Porté. Oui, est-ce que ce sont pas plutôt des habitudes? C'est-à-dire que moi, j'ai connu la forme scolaire en autobus et j'ai commencé comme ça. Enfin, comme beaucoup d'enseignantes, j'étais une élève en réussite, donc j'avais les implicites, je ne m'étais pas posé particulièrement de questions, et c'est en commençant à enseigner comme ça que j'ai changé. Et après, j'ai une perception un tout petit peu différente, c'est-à-dire que pour moi, il y a quand même de la liberté. Enfin, on a quand même fait exploser et repenser les conseils de classe, même s'ils rentrent complètement dans les textes. En fait, on a une plus grande marge de manœuvre que ce qu'on pense. Et j'ai des amis chefs d'établissement qui me disent que leur travail, c'est aussi de faire en sorte que les enseignants se sentent autorisés à. Parfois, on ne s'autorise pas de manière consciente ou inconsciente à modifier, ne serait-ce que dans la classe, travailler en groupe coopératif, travailler en classe mutuelle. Enfin, il y a plein de manières de faire. Mais c'est plus complexe que ça, hein, mais voilà, c'est un début de... Pour le faire bien, il faut avoir de la confiance, du temps pour se former. Voilà. On y revient. Et travailler, encore une fois, avec les élèves et avec les parents. Voilà, et de travailler ensemble pour réajuster, pour voir si ça convient à tout le monde. Ariane Richard-Bossé. Alors moi, j'avais envie de réagir sur un point qu'on a abordé tout à l'heure, sur la question des parents, parce que c'est vrai que, il y avait l'extrait de film, et puis on retrouve un petit peu cette vision par le négatif des familles populaires qu'on retrouve chez un certain nombre d'enseignants. Et je pense en fait à une recherche qu'on fait avec deux collègues, Renaud Cornan et Christine Félix, sur des élèves de REP+, en 6e. On les interroge
beaucoup plus largement sur la manière dont ils apprennent, avec qui, où, etc. Et quand sur cette question des familles, on voit qu'il y a un vrai décalage entre ce que l'école attend et ce que nous disent les élèves, mais un décalage dans le sens où les élèves nous disent « mais oui, mes parents, ils m'aident, ils me disent il faut que tu sois bon à l'école, ils me disent fais tes devoirs, ils me disent va à l'école ». Et ils sont dans un accompagnement très global comme ça, en souhaitant la réussite, mais qui n'est pas l'accompagnement, qui est l'accompagnement plus scolaire qu'on attend, qui est calqué sur les modes d'éducation des familles plus favorisées, où on va être là pour suivre les devoirs, on va accompagner, on va faire des sorties culturelles qui vont alimenter la réflexion scolaire. Et en fait, je crois qu'il y a un vrai décalage entre ce qui est attendu et l'élève idéal et la famille idéale qu'on aimerait voir arriver à l'école, et la réalité qui se passe dans ces familles, mais qui n'est pas que quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose à découvrir et à apprendre à faire avec. France Culture, être et savoir. Louise Touret. Au fond d'une classe, au fond d'un mariage, j'ai creusé des souterrains sous tous ces quadrillages. Pourtant j'étais ce petit garçon sage. J'écoutais la mer au fond d'un coquillage. J'ai vu les chocs des corps, le bruit, l'écho des coups. Dans ce décor, j'ai vu des cordes au cou. J'ai vu des hommes en flammes devant nous baiser, et nos yeux qui s'embrassent dans un musée. J'ai des blessures cousues de fil d'or. Du coup quand je vois l'horreur, je pense à l'aurore. Je pense à la rosée, je vois des fleurs qui transpercent ton cœur. Je te souhaite le meilleur, du meilleur. Dans un monde où tout me dépasse, je fonce en vitesse lumière vers le désastre, vers les printemps silencieux et les hivers bavards. Dans cette fin, petit feu, j'ai bien dû faire ma part à cette vie et sa loterie. Je fais illusion que ça sent bon comme un pot pourri. Si ma mère a fait mon cœur comme la poterie, je l'ai fait tomber sur la terre, j'ai bien dû faire ma part. J'ai des blessures cousues de fil d'or. Du coup quand je vois l'horreur, je pense à l'aurore. Je pense à la rosée, je vois des fleurs qui transpercent ton cœur. Je te souhaite le meilleur, du meilleur. On parle de prévention du décrochage scolaire aujourd'hui dans Être et savoir. On a évoqué les malentendus qui pèsent si lourd sur la scolarité, les malentendus sur le sens de cette même scolarité, sur ce que ça signifie d'aller à l'école, d'être un élève assidu et peut-être persévérant. On va revenir sur ce terme. On a parlé de liberté pédagogique, celle qu'on peut mobiliser pour trouver des formes plus adaptées à ces élèves et peut-être tous les élèves, pas seulement ceux qui seraient en situation de décrochage ou de mal-être. Et évidemment, on a parlé de formation des enseignants, un sujet toujours central quand on évoque les difficultés de l'école et des élèves, parce que est-ce que c'est le décrochage des élèves ou est-ce que c'est celui de l'école? Éternelle question quand on aborde ce sujet. Et je voudrais aussi évoquer le décrochage invisible, parce que avant d'être en rupture, de quitter l'école ou de plus vouloir y aller, on peut tout simplement être en classe et d'une certaine manière ne pas suivre tout en ayant des notes relativement honorables ou moyennes, mais ne pas adhérer et finalement glisser d'année en année sans trouver pour soi un sens ou un intérêt à sa scolarité. Evelyne Porté. Je ne sais pas quelle est la question exacte, mais oui, en fait, sur ce décrochage invisible, est-ce que il est inquantifiable, mais est-ce que là aussi, il ne faudrait pas le prévenir pour avoir
je sais pas, des classes avec plus d'adhésion, d'intérêt, d'enthousiasme, si on peut utiliser ce mot-là, pour parler de ce qui pourrait se passer en classe? La réponse n'est pas très mystérieuse, si. Et puis Mmh. c'est possible. Enfin, en tout cas, on a essayé de le faire et les élèves enfin, il y a plein de manières de les nommer. Il y a des élèves discrets, les élèves, le décrochage passif. Voilà. Et le problème, c'est que ce sont des signaux faibles et qu'on les voit rarement. Mais En les élèves général. discrets, ça arrange un peu les enseignants, non? Oui, et Enfin, des pas enseignants? forcément, enfin, et sans aucun jugement. Enfin, c'est comme soulignaient les deux autres collègues. On a beaucoup à faire en classe. Enfin, on passe notre temps à ajuster, à faire 5 choses en même temps. Et du coup, forcément, est beaucoup plus visible l'élève qui perturbe, qui est absent, qui rend copie blanche. Et donc, ce sont ces élèves-là qu'on voit en premier. Et donc, oui, on peut prévenir le décrochage, même avant qu'il y ait un décrochage discret, si on observe sa classe avec les facteurs de décrochage scolaire. Et du coup, on met en place un travail pour tous les élèves, en s'appuyant fortement sur le collectif et évidemment en adaptant après individuellement. C'est pas forcément simple de voir ce que les élèves acquièrent comme compétences avec les simples évaluations, mais qu'est-ce qui peut alerter comme signe à la maternelle? Vous avez quand même un peu écrit là-dessus, et Ariane Richard-Bossé, sur ces situations de malentendus. Ce ne sera pas forcément du décrochage, en plus à la maternelle, en réalité, même s'il y en a davantage, c'est quand même assez peu courant, mais qui montre qu'il y a une difficulté qui risque s'augmenter dans la suite de la scolarité. Oui, en tout cas, clairement, je pense que on parle pas de décrochage, en tout cas au sens où on l'entend pour la maternelle. Par contre, on peut parler de difficultés scolaires. On voit très bien dans les classes comment, dès la maternelle, euh, tous les élèves ne s'approprient pas les savoirs scolaires de la même façon, comment certains sont déjà dans des modalités très scolaires d'engagement dans les tâches, quand d'autres vont se saisir de ce qui est proposé à l'école comme quelque chose de très ordinaire, et d'autres vont être déjà dans la difficulté à trouver leur place, à savoir ce qu'ils doivent faire et à se sentir déjà eux-mêmes en difficulté vis-à-vis de ce qu'on leur propose. Et du coup, tous ces signaux-là, en fait, toutes les petites difficultés qui déjà ont tendance à se répéter pour un même élève, c'est tous ces signaux-là. On ne sait pas si effectivement ça va mener à un décrochage, mais par contre, c'est une difficulté scolaire qu'il faut traiter de manière à ce que la suite de la scolarité puisse se passer au mieux. Le malentendu scolaire tourne en fait autour du mot scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire scolaire? Est-ce que ça veut dire bien se tenir en classe, être à l'heure, ou est-ce que ça veut dire comprendre le côté méta de l'école, c'est-à-dire tout un ensemble d'actions qu'on doit effectuer en classe et hors de la classe qui sont très porteuses pour le succès scolaire, en tout cas le fait que les apprentissages soient bien effectués, en fait d'aller toujours un peu au-delà. Est-ce que vous l'expliquez aux professeurs que vous formez? Ah bah, j'essaye, bien sûr, et puis faire cette différence entre ce que certains appellent le métier d'élève et le métier d'apprenant, c'est-à-dire ne pas simplement se comporter comme un élève en surface, c'est-à-dire être sage, assis, écouter, lever la main, etc., mais vraiment se mettre en position d'apprendre, en position active par rapport aux apprentissages. Et oui, c'est des points qu'on aborde en formation, mais qui demandent aussi du temps. Emeline disait tout à l'heure, on a beau, en tout cas, enfin, moi je parle pour les étudiants que j'ai en formation initiale, c'est des choses qui nécessitent aussi du tâtonnement après, et qui de toute façon se rejouent avec différents élèves de manière différente. Il n'y a pas une solution clé en main. Donc la formation aide, mais après la pratique reste de toute façon toujours une aventure qui se rejoue avec chaque élève. Une bonne formation, c'est un aller-retour entre la pratique et la formation et la théorie? Ah bah complètement. Je pense que la théorie ne sert à rien si elle n'est pas confrontée à la pratique, et une pratique qui ne serait pas éclairée par, alors la théorie c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas par des réflexions plus générales, passerait à côté de beaucoup de choses. C'est vraiment ce dialogue-là, en tout cas, qui est le plus fécond, il me semble. C'est un équilibre difficile à trouver. On le voit avec la réforme de la formation initiale des enseignants. C'est combien d'heures pour chaque activité.
Et finalement, là aussi, de l'insatisfaction souvent sur les emplois du temps un peu chargés en début de carrière ou en fin de formation. Ce mot, persévérance, il est aujourd'hui plus utilisé pour dire qu'on s'accroche. Est-ce que vous l'utilisez, Maxime Michel, et quel mot vous utilisez pour qualifier la réussite, l'accrochage? Oui, le terme persévérance, la réussite, c'est primordial pour ces enfants-là qui s'effondrent à la moindre erreur, à la moindre difficulté. Leur donner l'envie de se dépasser, l'acceptation de pouvoir se tromper, montrer aussi que les adultes sont capables de se tromper dans une école. C'est important de leur donner l'envie de se dépasser. C'est quand même des situations où parfois le moindre petit grain de sable vient faire s'effondrer tout le système pour ces enfants-là. Donc il est primordial d'appuyer fortement là-dessus. Oui. Mais comment on fait pour viser juste? Parce que un encouragement, on en parlait tout à l'heure avec Ariane Richard-Bosset, un encouragement creux. Ah, bah, super, tu as fait ton travail, on ne peut pas être content juste d'avoir voilà, fini l'exercice. Enfin, si c'est bien d'avoir terminé un exercice, mais il faut bien aller au-delà. Parce que dans la persévérance, on sent qu'il y a aussi un peu l'idée d'exigence. Comment vous faites pour être exigeant avec ces élèves si fragiles? Alors, il y a des degrés d'exigence différents en fonction de chacun. Voilà, ça c'est important de le dire, puisque comme c'est multifactoriel au niveau du décrochage, va y avoir des enfants qui ont, comme vous le disiez, une posture d'élève, d'apprenant très, très bonne, mais qui ont des difficultés à apprendre. Et ben, faut raisonner avec eux là-dessus. Il faut vraiment être au plus précis, plus pointu de chacun. Voilà. Avoir un vrai dialogue aussi régulier entre l'enseignant et l'enfant sur ce qui est attendu, sur ce qu'il a produit, et aussi qu'ils aient eux-mêmes un feedback sur ce qu'ils produisent. C'est super important que voilà, ils aient un dialogue très, très fort avec leurs enseignants, parce que chez nous, ils interagissent avec tout le monde, hein, éducateurs, tous les enseignants travaillent avec eux tout au long d'une journée. Donc c'est important qu'il y ait un vrai lien de confiance qui s'établisse, mais surtout qu'il y ait un dialogue profond sur ce qui va pas. C'est primordial. Qu'est-ce que vous visez dans la scolarité? Parce que les finalités scolaires sont très importantes pour être en réussite. Par exemple, les enfants de diplômés, ils vont avoir tendance à viser des diplômes parce que c'est comme ça dans leur famille. Les enfants de personnes qui auraient aucun diplôme, qui ont été décrocheuses eux-mêmes, on l'a évoqué, peut-être moins. Est-ce que vous parlez des finalités de la scolarité? Pourquoi on est là? Pourquoi on apprend? Ouais, c'est important qu'ils comprennent le sens des choses. Et ils l'ont très peu, en fait. Ils viennent pour faire plaisir à papa, à maman, ou parce que c'est une obligation. On a beaucoup d'enfants aussi qui viennent. C'est très compliqué de les faire venir jusqu'à l'école. Donc, leur faire comprendre, voilà, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu où aussi on peut être heureux. Hein. On essaye que ça soit un lieu de coopération, ouvert sur l'extérieur, ouvert sur la culture aussi. Donc, ils prennent plaisir à venir déjà à l'école, et après de leur montrer que voilà, ça peut être un chemin positif. Et il y a plein de chemins différents. On essaie aussi de leur faire comprendre que faire de longues études, c'est très bien. Souvent, c'est le choix des parents qui imposent. Mais des enfants qui s'orientent très vite vers une voie de professionnalisation, ce qui est souvent notre cas après le CM2, ça peut être aussi une voie de plaisir et de réussite professionnelle. Je parle de l'ECPA, etc., qui correspondent au moment où ils nous quittent, à leur potentiel, et ça, ils peuvent très bien faire des CAP derrière, des bac pro, et devenir après des chefs d'entreprise. Il n'y a pas un seul chemin, mais être heureux à l'école, je pense que c'est le début du chemin. Et ça peut être un objectif en soi. Ouais. Pour certaines situations, et les enseignants ont du mal avec ça. Ouais, j'avoue, moi aussi, un petit peu. Enfin, j'adore être heureuse partout où je suis et à l'école aussi. Mais est-ce que c'est pas en rabattre sur les exigences que de dire ça? En fait, c'est vraiment la première pierre. C'est-à-dire que quand l'enfant vient chez nous et qu'il a le sourire, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour plein de raisons différentes, sans juger, c'est déjà la première pierre. Ça veut dire qu'après, il va venir. On a des enfants qui sont en décrochage scolaire, qui ne viennent
pas ou très peu à l'école. Donc qu'ils viennent, qu'ils mettent le matin leur cartable, qu'ils se lèvent et que ça soit pas la guerre avec la famille et qu'ils viennent à l'école apprendre ce qu'ils ont à apprendre, même si c'est pas ce qui est attendu en fonction de sa classe d'âge. Parfois, comme je le disais tout à l'heure, on a des CM2 qui apprennent à lire, certes, mais c'est le début du chemin. C'est-à-dire qu'ils créent un lien avec une école, certes atypique, et charge à nous, après, de leur ouvrir une porte vers quelque chose de plus classique, attendu, mais vers laquelle ils pourront s'épanouir. Je vous pousse un peu, mais pour que ce soit bien formulé, on va redéplier dans l'autre sens ce qu'on vient de dire, en fait, Emeline Porté. Donc, on va reparler de persévérance, mais d'abord, il nous reste 10 minutes. Mais d'abord, revenir sur cette idée du sens, des buts, peut-être, je sais pas, objectif, c'est trop bas, mais du sens même qu'on peut trouver quand on est enfant. Donc, on parle de personnes qui ont 5 ans, pour faire référence au livre de Bernard Lahire, Enfance de classe, ou de personnes qui sont d'enfants, de petits qui sont à l'école élémentaire. Donc, quel est le sens d'être là si vous n'est pas donné tout cuit par vos parents, ou si vous avez des difficultés relationnelles en tant qu'enfant? Comment on construit ce sens s'il n'est pas déjà... Je vais reparler d'approche systémique. Ouais. Pour moi, c'est ce que je propose dans le livre, c'est vraiment d'avoir de travailler sur tous les besoins des élèves. Et donc, le besoin d'appartenance, le besoin de savoir, le besoin de confiance, Le besoin de penser aussi. besoin de penser. Parce que vous parlez de la philo. Oui, en je voyais classe. bien. Voilà, oui. Oui, et du coup, c'est une des premières choses que j'ai mises en place, les pratiques philosophiques, et c'est un temps où les élèves n'ont pas à répondre à une question, mais où leur pensée est libre, puisque l'enseignant s'efface complètement, ne montre absolument pas son avis. Et ce sont des temps extraordinaires quand on le fait très régulièrement. Je pose un exemple, ça commence par une communauté de réflexion, et donc je tourne, évidemment. On était sur Croire Savoir, et je passe dans un groupe, et j'entends une élève en difficulté, avec les guillemets, qui est en train d'expliquer à ses camarades du groupe qu'en fait, ce serait comme si on avait un bandeau sur les yeux et qu'on ne voyait pas la réalité. Et je me dis, elle vient de refaire la caverne de Platon. Voilà, donc et puis c'est pas un exemple isolé, quand on leur laisse l'espace de penser, et du coup la complexité du monde et la complexité de leur pensée leur est accessible, et ça enrichit du coup les apprentissages, le travail scolaire. C'est repenser autrement notre manière de travailler. Avec les enfants. Avec les élèves, toujours avec eux. Et sur la notion de persévérance, que recouvre-t-elle pour vous? Oui, du coup, pour moi, c'est très important, pour ça que je revenais dessus. C'est que ça permet déjà de débloquer des blocages induits par décrochage, où on le voit même dans nos échanges. On se dit, c'est pas le décrochage comme on l'entend, en maternelle peut-être pas, alors peut-être que si, parce que c'est un processus. Et dans persévérance, on ne dit pas on est en situation de persévérance. C'est vraiment quelque chose de processuel. Et ce qui est intéressant dans persévérance aussi, c'est que du coup, il n'y a pas de différence entre les élèves qui n'ont aucun facteur de décrochage, les élèves en risque et les élèves qui décrochent. On agit pour tout le monde, et c'est ce que je porte fortement. Et d'autre part, on enlève la responsabilité sur des épaules des élèves et des familles aussi parfois, parce que du coup, le décroche, c'est pas l'élève qui décroche et qui décide de décrocher. C'est un processus qui ne vient pas d'eux, quelle que soit la cause, interne ou externe à l'école. Et du coup, ça donne aussi, évidemment, la pleine place à la prévention. Et prévention pour les élèves à risque, mais pour tous, parce qu'on ne sait pas. On peut tous être un élève en situation de décrochage ou à risque de décrochage un jour ou l'autre. On ne sait pas ce qui peut se passer, que ce soit parce qu'on est confronté à quelque chose dans l'établissement ou hors de l'établissement. On le redit, ça ne touche pas que les élèves de milieux populaires. Pas du tout. On peut parler de phobie scolaire. Est-ce que c'est d'ailleurs Oui, la phobie même chose scolaire, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être l'ennui. Enfin, on a des élèves très avancés qui, du coup, s'ennuient. On peut décrocher. Je ne suis pas scientifique, mais du coup, moi, dans tout ce que j'ai pu voir en formation avec mes élèves, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la difficulté scolaire, il n'y a pas que les conditions économiques et sociales. Il y a aussi la manière d'être accueilli, de vivre l'école, de vivre les cours, de vivre les apprentissages. Vivre les apprentissages et progresser, certes. Alors moi, en vous écoutant, je me demande si d'une certaine manière, et je me tourne vers vous, Ariane Richard-Bossé, on ne plaque pas toujours un peu des choses de personnes très diplômées. Quand j'entends Platon, je me dis, ah bah ouais, c'est bon, ça y est, on y est, parce que voilà, donc on veut ces références-là, on veut quand même des élèves qui soient très réflexifs, c'est très socialement situé comme position par rapport au savoir. Donc est-ce que c'est ça qu'on doit favoriser en disant, en fait, tout le monde peut être comme ça du moment qu'on l'explique, et ce serait ça la mission de l'école, ou est-ce qu'il ne faut pas aussi
resimplifier le rapport au savoir et changer aussi la manière d'apprendre sans dire que c'était mieux avant, mais peut-être que pour certaines choses, c'était pas plus mal. Et être dans quelque chose, un enseignement plus littéral, on apprend à lire pour lire des textes et pas pour devenir un lecteur, même si c'est chouette de devenir un lecteur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Quelque chose de plus simple, peut-être, dans l'approche. En tout cas, je pense que l'un n'est pas exclusif de l'autre. On apprend, il y a un usage social des savoirs. Si on apprend à lire, c'est parce que c'est utile dans la vie de tous les jours de savoir lire une indication, je ne sais pas, dans le métro, pour s'orienter, mais aussi parce que découvrir la littérature, ça fait partie aussi de dimensions de la vie en société, et que si on n'y est pas confronté à l'école, pour certains élèves, on n'y est confronté nulle part. Et donc, mettre d'entrée de jeu certains élèves à l'écart de ce type d'apprentissage, ce serait dommage. Par contre, basculer vers un savoir qui serait totalement abstrait et intellectuel, ce serait, à mon avis, pas la bonne solution. Moi, j'ai l'impression que dans plusieurs choses qu'on a dites, il y a la question du rapport à l'erreur. Enfin, en tout cas, considérer même qu'il y aurait de bonnes réponses et de mauvaises réponses. Et en France, on est très tourné sur ce modèle-là. Et au lieu de considérer une réponse inadaptée comme justement un point de départ d'apprentissage et vers une amélioration possible. Il y a un sociologue, Basil Bernstein, qui parle de droit à l'amélioration. Et je crois que ce qu'on doit pouvoir viser, c'est que tout élève puisse s'améliorer. Et l'expression aussi de Basil Bernstein, c'est traverser les frontières, qu'elles soient symboliques, etc., pour aller plus loin que là où on en est. Et ça, c'est possible pour tout le monde, suivant là où et en même temps, l'école n'a pas pour vocation d'emmener tout le monde au plus loin de là où il peut aller, puisque c'est aussi s'améliorer, c'est pas forcément aller au plus loin, mais c'est aller plus loin que là où on est, en tout cas. On a choisi de parler de ce sujet à l'occasion de la sortie du livre d'Emeline Portet, mais ce qui est intéressant, ou bizarre, mais heureux, c'est que le grand reportage de cette semaine d'Hakim Kasmi sera consacré à la question du raccrochage. Après, le décrochage se réconcilier avec l'école. Il y a déjà des petits éléments qui passent à 6h37, et puis l'entièreté de ce grand reportage sera diffusée vendredi. Je vous propose un petit extrait. En fait, jusqu'à CM1, je travaillais, je faisais rien, j'étais calme. Et en fait, en CM2, j'avais un prof. C'est le seul prof qui m'a fait ça. Il voulait porter plainte contre moi pour rien. Il dit oui, genre en fait, je faisais du bazar dans sa classe. Mais en fait, le CM2, c'est le déclencheur, je crois, c'est à cause de mon prof. J'étais exclu de l'établissement des fois des semaines pour avoir fait des choses. Dans mon collège, c'était vraiment, vraiment sévère. Avec moi. Ma CPE, elle me crie dessus tout le temps. Elle appelait ma mère tout le temps. Et j'aime l'internat parce que c'est comme si je vis avec mes collègues, quoi, c'est bien. Je me suis dit au moins je suis pas le seul. Et là, je me sens mieux parce que la CPE, elle nous aide. Elle vient dans les classes pour vérifier tout. Elle s'occupe de nous. Des fois, elle vient manger avec nous, notre CPE. C'est ça, elle nous aime et voilà. Maël du collège Vitagliano à Marseille, avec ses collègues. Il est en internat, ce jeune garçon. C'est beaucoup des garçons qui décrochent. Et comment vous interprétez ce biais de genre? C'est une vraie constante, Maxime en tout cas. Michel. Depuis 15 ans, on est à 75% de garçons. Et ça ne change pas d'année en année. Notre regard, encore une fois, moi non plus je ne suis pas scientifique, mais c'est que les filles sont plus discrètes, je pense, en tout cas sur les âges primaires. Et là où elles explosent, c'est plutôt à partir du collège, où là, peut-être que l'adolescence passe par là, mais effectivement, les difficultés qui font décrocher les enfants si jeunes, c'est beaucoup des petits garçons. Il nous reste très peu de secondes. C'est pas que la métacognition, Emeline Portet, c'est aussi le comportement. Et peut-être travailler la question du comportement. Oui, c'est alors déjà de le voir comme un signal très fort. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on repère aussi beaucoup plus les garçons décrocheurs qui se manifestent de cette manière. Et encore une fois, le collectif est un appui très fort. Travailler en conseil coopératif pour que la classe travaille en autorégulation et prenne ses décisions, et donc sa liberté et sa responsabilité, ça fait aussi avancer énormément compétences psychosociales, de vivre ensemble, l'autonomie.
autorégulation. J'ai hâte de faire une émission là-dessus. Merci beaucoup, Emeline Porté. Prévenir le décrochage scolaire, agir pour la persévérance de tous les élèves, c'est publié chez ECF. Merci à tous les trois et à Avril Ventura, adjointe à la production d'Être et Savoir, et à François Richer, qui était à la technique et à la réalisation. Il y aura un événement samedi, école et grande pauvreté. Je vous l'ai signalé, il est instigé par ATD Carmonde et il aura lieu à l'Académie des sciences à Paris samedi. C'est très intéressant. Regardez le programme sur le site de l'Académie des sciences.